Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la liberté de la navigation. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Le 11 mars 2026, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2817. Celle-ci réaffirme que l'exercice des droits et libertés de navigation par les navires marchands et les navires de commerce doit être respecté conformément au droit international et condamne toute action ou menace de la République islamique d'Iran visant à fermer, entraver ou perturber de quelle manière que ce soit la navigation internationale dans le détroit d'Ormuz ou à menacer la sécurité maritime. L'occasion aujourd'hui d'aborder le sujet de la liberté de la navigation qui fait partie des libertés de la haute mer garanties à l'article 87 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il découle de ce principe plusieurs droits garantis par la Convention. Tout d'abord, l'article 90, intitulé Droit de navigation, prévoit que tout État, qu'il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon. La situation particulière des États sans littoral a conduit à leur accorder une liberté d'accès à la mer, d'abord prévue par la Conférence de Barcelone de 1921, avant d'être reprise par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cela afin de les désenclaver, situation préjudiciable quand on sait que 31 sur 45 pays en développement, c'est-à-dire les 3/4, n'ont pas de littoral, et que parmi ceux-là, 17 font même partie des pays les moins avancés, qui combinent faibles revenus, faible développement et instabilité économique. Un droit de navigation existe également dans les eaux sous souveraineté à partir du moment où le navire est inoffensif. 3 droits spécifiques sont garantis par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le droit de passage en transit, prévu à l'article 38 de la Convention, qui indique que dans les détroits internationaux, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave, ainsi que le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et dans les eaux archipélagiques. L'article 18 définit un passage comme étant le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures, ou se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter. Une deuxième condition s'ajoute au paragraphe 2, le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'il constitue des incidents ordinaires de navigation ou s'impose par suite d'un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse. Le droit de passage en transit et ses modalités sont quant à eux prévus par l'article 38 de la Convention. Le paragraphe 1er prévoit que dans les détroits internationaux, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave. L'alinéa 2 s'attelle ensuite à définir qu'est-ce que le passage en transit au sens de la Convention. La liberté de navigation et de survol à seule fin d'un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. Nous pouvons constater que le droit de passage inoffensif, tout comme le droit de passage en transit, constitue une limitation à la souveraineté de l'État côtier qui a l'obligation de garantir ce passage. Cependant, l'État côtier garde la plupart de ses prérogatives. L'article 21, paragraphe 1er, précise que l'État côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale. Ces mesures peuvent notamment concerner la sécurité, avec par exemple la possibilité d'instaurer des couloirs maritimes, la conservation des ressources biologiques, la protection de l'environnement et notamment la maîtrise de la pollution, la prévention des infractions en matière douanière, fiscale, sanitaire ou d'immigration, la prévention des abordages en mer, et pour le droit de passage en transit dans les détroits internationaux, également la désignation de voies de circulation ou la prescription de voies maritimes, l'adoption de mesures relatives à la prévention et la lutte contre la pollution ou encore l'interdiction de la pêche. Les obligations des navires pendant le passage sont un transit continu et rapide, inoffensif,
c'est-à-dire sans recours à la menace ou à l'emploi de la force, et aucune autre activité que le transit, sauf force majeure ou détresse, c'est-à-dire pas de recherche ou levée hydrographique sans autorisation préalable de l'État côtier. Enfin, les navires doivent également se conformer aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de sécurité de la navigation. Enfin, pour le droit de passage en transit, ce passage doit s'effectuer sur un mode normal de navigation, ce qui permet donc aux sous-marins de naviguer en plongée, contrairement au droit de passage inoffensif prévu dans la mer territoriale. En effet, l'article 20 précise que dans la mer territoriale, les sous-marins et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon. Dans le cadre du droit de passage inoffensif, le transit peut être suspendu sous certaines conditions. Cependant, les États riverains ne doivent pas entraver le droit de passage en transit dans les détroits, qui ne peut être suspendu, et doivent y assurer la sécurité de la navigation. Cependant, lorsqu'il est possible d'utiliser une autre route de commodité comparable, comme c'est le cas pour le détroit des Bouches de Bonifacio ou le détroit de Sicile, alors c'est seulement le droit de passage inoffensif qui s'applique. Celui-ci peut être suspendu mais pas entravé, et les sous-marins doivent naviguer en surface. Ainsi, que penser de la situation dans le détroit d'Ormuz dans le cadre de la guerre États-Unis-Israël contre l'Iran? Ormuz est bel et bien un détroit servant à la navigation internationale dont le transit est presque à l'arrêt depuis le début de la guerre fin février 2026. Ormuz est contrôlé par ses États riverains, Oman et l'Iran. Un accord signé le 1er janvier 1975 prévoit que ces deux États assurent conjointement la surveillance du libre transit. Conformément à l'article 41 de la Convention, Oman a désigné les voies de circulation que les navires en transit peuvent emprunter, qui passent par ces eaux territoriales, plus profondes donc plus sûres. Vous pourriez me rétorquer, avec raison, que ni les États-Unis ni l'Iran ne sont partis à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Sauf que la Convention est largement admise comme droit coutumier et ses principes tels que la liberté de navigation font donc partie intégrante du droit international opposable à tous. Ainsi, le droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales et en transit dans les détroits internationaux, bien que garanti par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, n'est pas acquis à l'heure où le droit international est malmené de manière répétée. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.